Bonjour du Canada, où il est présentement midi. C'est l'hiver. Alors, faites-vous l'oreille à mon accent, vous qui êtes partout dans le monde. Je suis ravie d'être avec vous. J'aimerais d'abord remercier Sophie Ottman et Françoise de Mézières pour cette vraiment gentille invitation, ainsi que toute l'équipe de soutien, dont Théo qui est présent avec moi ce matin pour ce pré-enregistrement. Puisque vous êtes des centaines plutôt qu'une petite trentaine, je vais élargir le contexte de mathématiques pour qu'ensemble, on s'intéresse aux pratiques de rétroaction corrective écrite des enseignants de langue et de la place du numérique dans ces pratiques-là. Il y aura tout de même une démo de ce prototype d'outil que mon équipe et moi sommes en train de développer, outil de soutien à la RCE. On va l'appeler dorénavant RCE, rétroaction corrective écrite. Et si vous êtes intéressé par cette recherche et éventuellement à tester ce prototype d'outil, vous verrez qu'à la fin de ma présentation, je vais vous présenter un lien vers un questionnaire sur SurveyMonkey, un questionnaire en ligne, donc pour vous interroger sur vos pratiques de RCE et sur la place qu'occupe le numérique dans ces pratiques-là, pré- et en pandémie. Donc, le titre de ma présentation est « Le numérique pour optimiser les pratiques de RCE des enseignants de langue ». Je suis Marie-Josée Hamel, professeure à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Vous avez là tous les détails pour me joindre. Alors, en commençant, pour qu'on soit sur la même page, voilà des exemples de ce que j'entends par RCE, donc rétroaction corrective écrite. On voit là des textes écrits par des apprenants de français langue seconde qui ont été annotés de diverses façons, avec des codes couleurs de surbrillance manuellement, donc c'est le rouge que l'on retrouve sur la copie papier, des codes, des bulles de commentaires, etc. Donc voilà ce qu'on entend par rétroaction corrective écrite en vous montrant ces exemples. Donc, le contexte, il faut savoir que la rétroaction corrective écrite est une tâche qui est exigeante pour les enseignants. Elle peut s'avérer lourde et fastidieuse. Et pourquoi? Parce que, en fait, il s'agit pour l'enseignant, à chacune de ses copies, donc de ses productions écrites, de fournir un diagnostic de performance linguistique et d'accompagner ce diagnostic-là d'une rétroaction qui cherche à amener l'apprenant en question à s'auto-corriger, à ne plus répéter des erreurs, bref, à devenir un scripteur autonome dans sa L2. Et donc, c'est un geste qu'il doit répéter de copie en copie, de production écrite en production écrite, donc il peut s'avérer lourd dans ce sens-là et fastidieux parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Et donc, dans tout cela, nous le pensons, et d'autres avec nous, que le numérique peut optimiser les pratiques de RCE, mais que malheureusement, il existe peu d'outils numériques qui sont dédiés à la RCE, notamment des ressources issues de l'ingénierie linguistique et du traitement automatique des langues, ainsi que des ressources qui permettent de faire des statistiques, donc qui ont des affordances pour la RCE. Les enseignants, en fait, sont peu exposés aux affordances, entre autres statistiques et affordances que le traitement automatique des langues peut proposer pour soutenir la RCE en produisant des analyses automatiques ou semi-automatiques de la langue, de la production linguistique de l'apprenant. Les outils qui existent, entre autres les outils de traitement automatique des langues, qu'on appelle aussi TAL, sont des outils qui sont peu didactisés. Ce sont des outils qui sont souvent des outils utilisés pour la recherche et donc ils ne sont pas dédiés en eux-mêmes à la rétroaction corrective écrite. Et pourtant, ils permettraient aux enseignants d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de la performance linguistique de leurs apprenants. Et donc,
Ça nous amène à notre recherche, qui est une recherche développement, mais à visée formative. Donc, l'idée de développer un outil numérique pour optimiser les pratiques de RCE des enseignants de langue, un outil ergonomique, et par ergonomie, j'entends confort, n'est-ce pas? Une chaise ergonomique est une chaise qui répond à nos besoins en termes d'efficience, d'efficacité, en termes de satisfaction, n'est-ce pas, comme usager. Donc, qui nous permet d'accomplir les tâches qu'on veut qu'elle accomplisse. Et ici, le confort ou l'ergonomie, en fait, c'est celle de l'interaction entre l'enseignant, sa tâche de RCE et l'outil numérique en question. Et donc, on cherche aussi à développer un outil qui va nous permettre de recycler des données, donc de recycler des efforts et des résultats dans d'autres interventions pédagogiques et aussi éventuellement à des fins de recherche. Donc, on peut penser, par exemple, quand on développe des grilles avec lesquelles on annote un texte, on voudrait pouvoir les réutiliser. Quand on a un texte annoté, on voudrait pouvoir le conserver, garder des statistiques et créer comme ça un suivi, un profil de nos apprenants à travers les diverses tâches de production écrite qu'ils ont à faire dans un cours, par exemple, ou au fil des ans. On veut aussi former dans cette recherche les enseignants à la RCE numérique et à l'analyse de la performance linguistique, et donc les former à développer des grilles d'annotation efficaces, les former aussi à lire les résultats que peuvent produire des outils statistiques et des outils automatiques de traitement automatique des langues, par exemple des indices qui nous donnent et qui nous fournissent des indices de complexité lexicale. Je vous en montrerai des exemples lors de ma démo tout à l'heure. Alors, on remarque quand on lit la littérature sur la rétroaction corrective écrite, on voit que, en fait, les pratiques des enseignants en elles-mêmes sont peu recensées. Il y a tout un débat sur l'efficacité de la RCE donc débat entre Bichner et Ferris, vous verrez dans mes références. Donc, on conclut de ces débats que la correction directe est accompagnée d'explications métalinguistiques et souvent la correction la plus efficace, qu'elle favorise un apprentissage implicite et inconscient. On a interrogé et suivi les apprenants, on a regardé ce qu'ils font à la suite de recevoir de tel ou tel type de RCE. Et donc, il y a toute une littérature là-dessus. Par contre, on a peu interrogé les enseignants sur que font-ils. Font-ils des corrections directes ou indirectes? Quelle est la nature des annotations qu'ils insèrent dans les textes et comment font-ils cela? Donc, peu d'études empiriques. La plupart de celles que l'on connaît, des études, par exemple, de Hamar, quelques études au Québec, dont je vous ai laissé les références. Alors, la plupart des enseignants de langue seconde fournissent des rétroactions correctives écrites de manière directe. Les gens écrivent, on écrit la réponse, on la met sur la copie, on cherche un mot, on écrit le mot qui devait être le mot plus précis. Les techniques de RCE indirectes, c'est-à-dire le codage, souvent, lorsqu'elles sont utilisées, sont souvent le soulignement de l'erreur, la mise en surbrillance aussi, quand il s'agit d'une plateforme, par exemple, comme un traitement de texte, et l'ajout de certains codes de correction. Alors, quelle est la place du numérique dans ces pratiques de RCE des enseignants? En fait, on ne le sait pas. Il n'y a pas de recherche à notre connaissance jusqu'à celle que l'on est en train de mener en ce moment, qui nous révèle quels sont les outils que font les enseignants en relation avec le numérique dans ces pratiques de RCE. Alors, on a mené en fait 2 enquêtes. Ce sont des micro-enquêtes, parce qu'on a d'abord interrogé nos professeurs ici à l'Institut. On a une cinquantaine de professeurs qui travaillent avec nous et un groupe aussi, un groupe d'enseignants chercheurs qui s'appelle Second Language Pedagogy. Et donc, on a eu en décembre, alors attention que je ne me mêle pas, en janvier 2020, on a fait 2 enquêtes, une juste avant la pandémie et comme on s'est dit que ces pratiques-là avaient peut-être changé en pandémie, on vient aussi de mener une autre enquête en décembre 2020
un an plus tard, finalement, sur les pratiques de RCE en pandémie. Donc, je vais vous présenter quelques résultats en un clin d'œil de ces deux enquêtes. Donc, cette première enquête pré-pandémie, on a cherché vraiment à connaître le geste, n'est-ce pas? Donc, comment les enseignants font-ils cette rétroaction corrective écrite? Alors, on a eu 24 enseignants du poste secondaire, majoritairement des femmes, avec pas mal d'années d'expérience, environ 19 ans d'expérience. Ce sont majoritairement aussi donc des femmes qui enseignent le français langue seconde. On a aussi des profs de ESL, English as a Second Language, dans ce groupe-là. Alors, on remarque que pour la majorité, la RCE est une tâche importante au sein de toutes les tâches finalement pédagogiques qu'un enseignant a à faire. C'est une tâche qui est plus lourde que d'autres tâches si on la compare. Ils ont tendance, ces enseignants donc universitaires, à fournir une correction exhaustive, c'est-à-dire on relève toutes les erreurs, d'accord? Quand on leur a demandé quelle est l'influence du temps qu'ils ont à leur disposition sur justement l'exhaustivité de la RCE, on a vu que cela avait une grande influence. Donc, plus on a de temps, plus exhaustive est la correction des textes écrits, si on veut. Que font les enseignants de langue seconde, toujours ou souvent? Alors, ils proposent des commentaires écrits, ils soulignent les erreurs et qu'est-ce qu'ils ne font jamais ou rarement? Ce sont des commentaires audiovisuels, donc ce qu'on appelle une RCE multimodale, et ils ne fournissent pas de statistiques d'erreurs, c'est-à-dire quelles sont les erreurs qui sont les plus fréquentes, les moins fréquentes, comparées, etc. Donc, vous avez ainsi un tableau de ces pratiques. Ce sont les pratiques qui sont des pratiques non numériques, les pratiques en général, d'accord? Et donc, quelles sont les perceptions par rapport à la RCE des enseignants? Alors, quand on leur demande en quoi consiste une RCE efficace, ils nous répondent, par exemple, on a mis ici quelques quotes, donc quelques citations. Cela permet aux étudiants de comprendre leurs erreurs, de pouvoir idéalement les corriger eux-mêmes à partir des indications données. C'est un dialogue efficace avec les apprenants. C'est combiner plusieurs manières de corriger avec un code, mais aussi des commentaires écrits, des appréciations générales et des commentaires métalinguistiques. Quand on leur demande qu'est-ce qui faciliterait la RCE, ils nous disent un support numérique afin d'automatiser la tâche, méthode de l'escalier, allez hop, classe plus petite pour des RCE plus personnalisées. On voit ici, n'est-ce pas, l'importance que la charge, n'est-ce pas, plus on a d'étudiants, plus on a de corrections, c'est bien évident, et va de pair avec ça le temps alloué aux corrections des textes. Quelle est la place du numérique dans ces pratiques, donc de ces enseignants que nous avons interrogés, je le rappelle, avant, donc pré-pandémie? Alors, les outils numériques nommés Microsoft Word, Moodle, Google Doc. Les usages numériques, que fait-on donc avec ces outils-là? On veut garder une trace des textes corrigés. On veut utiliser divers formats d'annotation. On a parlé de bulles, de rayage, de soulignage, de surlignage. On veut gérer la réception des textes et l'envoi des RCE. Quand on leur demande quels sont les avantages et les désavantages du numérique pour la RCE, les enseignants nous disent que les avantages sont de conserver une trace du processus de RCE, le numérique sert à fournir des RCE plus lisibles. Alors, c'est plus le gribouillage en rouge sur la copie imprimée, mais c'est un peu plus lisible au niveau de la réception de la part de l'apprenant. Quels sont les désavantages du numérique? Les enseignants nous disent que cela crée un inconfort, l'inconfort d'être en ligne, l'inconfort peut-être d'utiliser des outils comme Word ou comme Google Docs, et les problèmes techniques que beaucoup ont soulevés, la peur du problème technique. On connaît ça. La place du numérique, donc, dans la RCE, en conclusion de cette enquête-là, nous montre des pratiques hétérogènes chez ces enseignants.
Certains utilisent le numérique, d'autres peu. Les participants qui sont partants pour intégrer le numérique dans leur pratique de RCE sont en fait plus enclins à incorporer une variété d'outils comme Google Docs, Antidote, Brightspace, Adobe. Donc, on a une palette d'outils. Quand on leur demande s'ils trouveraient utiles ces affordances pour la RCE, et une série d'affordances, en fait, qui sont des composantes de notre outil. Parmi cette liste de composantes, n'est-ce pas, de fonctions de notre outil, ils nous disent intéressés à développer des grilles d'annotation d'erreurs, à fournir des annotations multimodales, des statistiques d'erreurs, des analyses de la classe et de la variété lexicale des mots utilisés par les apprenants, des listes de mots utilisés par les apprenants et d'être capable d'exporter ces textes corrigés-là. Quand on interroge le même groupe d'enseignants, mais pas tout à fait les mêmes personnes, on en avait 17 cette fois-ci, un petit peu moins. Ce qu'on a essayé de faire, c'est des profils d'enseignants et on les a classés en 3 types. On a les convaincus du numérique, donc de la place du numérique dans la RCE. On a les partants, dont je vous avais parlé un petit peu plus tôt, les réticents, d'accord? Et donc, au niveau de l'expérience en enseignement du français langue seconde ou de l'anglais langue seconde, on voit que chez les convaincus, on a une moyenne de 25 ans d'expérience, 13 ans chez les partants et 30 ans chez les réticents. Donc, les réticents sont un peu plus vieux, mais presque comme les convaincus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui les distingue, en fait? Pour les convaincus, ce sont les profs, les enseignants qui utilisaient déjà le numérique dans leur pratique. Donc, ils sont convaincus. On est en pandémie. On s'émancipe, n'est-ce pas? Donc, les pratiques n'ont pas trop changé puisqu'elles sont déjà là avec le numérique. Donc, les pratiques n'ont pas trop changé, tandis que chez les partants, les pratiques ont changé. Donc, sur une échelle de 0 à 100, ils nous disent à 78% mes pratiques ont changé. Et les réticents, comme vous pouvez le voir, les pratiques ont moins changé, n'est-ce pas? Donc, à 51%, on est sous la moyenne. Est-ce que la RCE est une tâche plus complexe en contexte de pandémie? Pour les convaincus, oui, à 67%. Pour les partants, oui, à 70%. Et pour les réticents, ah là là, c'est complexe, oui, à 92%. Est-ce qu'on va retourner à ces pratiques d'avant pandémie? Bien sûr que non chez les convaincus, puisqu'on est déjà dans le numérique. Chez les partants, c'est là qu'on a trouvé ça vraiment intéressant. C'est comme si c'était une découverte. Chez ces profs un peu plus jeunes qui se sont mis, étant forcés à utiliser le numérique et tout à coup, qui ont découvert des affordances qui leur sont utiles et qui vont garder ces pratiques-là. Et tandis que chez les réticents, eh bien là, on retourne à nos pratiques d'avant. On voudrait bien corriger sur des copies imprimées. Merci beaucoup. Donc, c'est un petit peu les profils. Je fais ça très grosso modo là, pour cette présentation. Alors, qu'est-ce qui est différent? Donc, pas grand-chose quand on regarde vraiment. Donc, l'enseignement virtuel rend ma tâche plus complexe. 73% des gens nous ont dit ça quand même. Il y a des couches ajoutées, on le sait. Les outils ne sont pas vraiment différents, mais un peu, pas plus nombreux, n'ont pas nécessairement plus d'affordance et ne sont pas nécessairement plus complexes. On n'a pas trop de statistiques. Ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que la RCE est plus multimodale. Donc, on utilise l'audio, le son qu'on rajoute, n'est-ce pas, à ces corrections que l'on faisait ou qu'on ne fait plus manuellement. Est-ce que les enseignants ont suivi des formations numériques pour la RCE, donc dédiées à la RCE en temps de pandémie? 35%, donc très peu. Et en général, ce sont des formations, des auto-formations. J'apprends à utiliser moi-même ces outils et ces logiciels. Par contre, ils souhaitent tous ou en majorité avoir et recevoir des formations pour améliorer. Alors, ils nous ont dit l'efficacité, la rapidité, donc l'efficience, et pour pouvoir mieux aider leurs étudiants par la suite. Les outils de RCE en pandémie, alors MS Word revient.
Google Doc revient, les plateformes de gestion comme Brightspace, comme Moodle. Mais là, ce qui est intéressant, et ça, on l'a vu dans le groupe des réticents, c'est l'usage du stylet. Donc, on peut continuer à écrire comme on écrivait sur les copies. Donc, on garde des pratiques, n'est-ce pas? Ce sont des pratiques qui sont des pratiques qui sont adaptées. On annote dans PDF un petit peu de la même façon. On utilise le courriel, on va faire de la digitalisation des RCE et puis ensuite quelques outils un petit peu plus spécialisés. Et donc, en temps de pandémie, quand on leur demande bien, quel serait pour vous l'outil de RCE idéal, on a donc proposé des affordances et celles qui sont recherchées par la majorité sont les suivantes. Faciliter le processus de révision, insérer des liens vers des ressources externes, ajouter des annotations dans les textes, ajouter des commentaires dans les textes, compiler des données statistiques de base, alors fréquence d'erreur par exemple, avoir accès à des analyses statistiques plus complexes, par exemple, qui concernent nombre de mots, nombre de caractères par mot, nombre de phrases, nombre de paragraphes, etc., transmettre des textes corrigés aux apprenants, bien entendu, et pouvoir concevoir des grilles de correction. Eh bien, chers vous tous, nous avons un outil qui est un prototype qu'on appelle en anglais MyAnnotator parce qu'il a été nommé comme ça au tout début du projet de recherche. Donc, c'est un prototype d'outil numérique pour optimiser, comme je vous le disais plus tôt, la RCE des enseignants. Alors, pour le moment, il tourne dans un environnement Windows, ça a été développé en Java. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire? Créer des grilles d'annotation multiformats et les insérer dans des textes multiformats. Par multiformat, j'entends on peut insérer des annotations, couleurs soulignées, surlignées, commentaires, etc., dans des textes qui seront des PDF, des TXT, des points doc, tout ce que vous voulez, HTML. On peut produire des statistiques d'erreur et des statistiques textuelles. On produit des indices de complexité lexicale, alors la diversité des mots utilisés par les apprenants, la densité des mots lexicaux, la difficulté des mots, donc les mots rares versus les mots très courants. On présente des listes de mots, les listes de mots que les étudiants ont utilisés, donc par catégorie grammaticale, par fréquence d'usage dans le texte, le nombre de mots répétés, par exemple. On peut comparer les performances, donc des textes annotés, donc les résultats d'analyse, et on peut faire des recherches d'erreurs dans les textes. Donc, on a un groupe où on a 30 apprenants et on veut aller voir des exemples d'erreurs de genre, et bien, on peut les montrer grâce à un concordancier qui nous montre l'erreur dans un contexte plus réduit, et comme ça, on peut aller présenter des exemples. Eh bien, je vais vous faire une courte démo en souhaitant que tout fonctionne bien. On y va maintenant. Donc, voici l'interface, je ne l'ai pas appelée. Voici l'interface, comme vous voyez, on a du travail à faire sur la convivialité de tout ça, mais ça fonctionne bien. Alors, à gauche, on développe les grilles d'annotation. À droite, on annote les textes. Alors, je vais d'abord appeler un texte, ce sont des textes authentiques. Alors, celui que j'appelle en ce moment, j'ai une petite lenteur là. On va être trop effet des mots. Je vais relancer l'appli, d'accord? Tu vas pouvoir faire un petit... J'ai le bandeau de... C'est ça le problème, en fait. Non, voilà. On va ouvrir « Bonjour ». On a un court texte, un apprenant de niveau A2, B1 faible, donc intermédiaire faible, débutant avancé. Et là, ce qu'on va vouloir faire, en fait, c'est justement faire une analyse de la performance linguistique. Alors, on va vouloir développer une grille. Alors, pour cela, on nomme la grille, on va l'appeler ALSIC, puisque cette journée est en partenariat avec ALSIC. Et là, on va vouloir créer, alors on a tout de suite une rangée qui s'inscrit. On va, comme on le sait, les erreurs sont très fréquentes, ce sont les erreurs d'accord. Donc, on va commencer à indiquer erreur d'accord, accord en genre.
Une couleur est déjà là. On va garder cette couleur-là par défaut. On va dire que ça vaut 1 point. Est une erreur en genre pour définition. Si on veut présenter à l'apprenant, on va dire féminin ou masculin. Bien. Alors, comme on a un type, une erreur, une annotation de type accord et de sous-type genre, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est créer un nouveau sous-type. Donc, on reste dans genre et là, on va ajouter nombre. On va changer cette couleur. On va y mettre du bleu pâle. Voilà. On va décider que ça vaut aussi 1 point. Et on va dire est-ce que c'est singulier ou c'est pluriel, point d'interrogation. Et je pourrais continuer comme ça avec plusieurs catégories d'erreurs, avec genre et sous-genre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un exercice d'annoter ce texte. Donc, je m'appelle Lise, je suis une étudiante dans la programme. Ah ben tiens, première erreur. Donc, je vais surligner ici, je vais aller sélectionner l'erreur et je vais aller identifier là l'erreur de genre. Et donc, comme vous le voyez, j'ai la couleur de la notation que l'on retrouve là. Et ça, c'est, ici, je pourrais ajouter une rétroaction plus spécifique et l'étudiant pourra ensuite proposer une correction. Alors, donc, la programme, j'ai trouvé les classes trop larges. Ben, tiens, voici une erreur de nombre. Et donc, vous voyez, donc au fur et à mesure que j'insère mes annotations, et si tout à coup je vois un type d'erreur qui n'était pas là plus tôt, je pourrais créer un nouveau type, n'est-ce pas, et l'appeler. Et je pourrais aussi supprimer, bon, c'est très flexible, hein? Corriger, ajouter, etc. Et donc, on va mettre ici, on est au présent de l'indicatif. On va changer de couleur, on va mettre ça en rose et on va dire que ça vaut cher et on va dire que c'est la première personne du singulier, 1PM, tout rapidement. Et là, je pense que j'ai vu cette erreur ici et je vais aller la signer là. Donc, je peux continuer. J'aurais pu changer le format, c'est vrai, je ne vous ai pas mis, mais l'erreur aurait pu être en gras, en italique, surligné, souligné, parce que des fois, c'est important aussi de pouvoir barrer, n'est-ce pas? On ne sait pas trop quoi faire, on voudrait que ça s'en aille, donc il y a des mots, il y a de la redondance, et donc on peut aussi faire ça. Alors, je vais m'en aller aux statistiques. Je vais sauvegarder. Voici. Je vais m'en aller aux statistiques, justement. Alors, au niveau des statistiques, plusieurs types de statistiques. D'abord, les statistiques d'annotation. Ici, on voit la fréquence, on voit les points, et donc on a parmi beaucoup d'erreurs, mais on a 3 erreurs sur un texte de 103 mots. Au niveau des statistiques textuelles, donc du texte, on a un calcul du nombre de mots, du nombre moyen de caractères par mot, du nombre de phrases, du nombre moyen de mots par phrase, du nombre de paragraphes et du nombre moyen de phrases par paragraphe. D'accord? Ensuite, on a un rapport qui s'intéresse plutôt à la complexité lexicale, donc à l'usage des mots. Alors, les mots lexicaux sont les mots, les noms, les catégories majeures, nom, adjectif, verbe, adverbe, n'est-ce pas? Donc, ils font 54,37% ici. Et les mots outils en contrepartie, donc déterminant, préposition, conjonction, 46%. Ensuite, on peut regarder la diversité. Combien les mots sont-ils répétés? À quel pourcentage sur une tranche de 100 mots, là c'est ce que vous voyez en bas. Donc à 71% des mots ne sont pas répétés dans ce texte. Alors les mots très fréquents, ce sont les hauts fréquents, les mots qui font partie des 1000 premiers mots les plus fréquents de la langue, qui sont donc comparés à un corpus externe. On a ici 74%. Moyennement fréquent, 11%, peu fréquent, 5%, j'arrondis là. Et les mots non reconnus par l'analyseur, ce sont des mots souvent qui sont en fait tous les noms propres. Les mots qui sont mal orthographiés, souvent des néologismes, ne seront pas reconnus dans la liste de mots avec laquelle on compare le texte en question. Ensuite, on fournit les listes de mots, donc dans le texte par fréquence. Donc, voici le mot le plus fréquemment utilisé par cet étudiant dans ce texte, c'est le, et il fait partie de la catégorie des mots les plus fréquents, dans le cas 1, les 1000 mots les plus fréquents, et on descend jusqu'en bas, comme ça.
par catégorie lexicale. Donc, on a ici 5 adverbes dans ce texte et les voici et le nombre de répétitions. Par exemple, au niveau des verbes, 20 verbes dans le texte et le verbe « et », n'est-ce pas? Le verbe « avoir » a été utilisé ici, par exemple, 6 fois. On a la même chose pour les mots-outils et leur répartition dans le texte. Et puis, on la présente ensuite, cette répartition-là, par bande de fréquence. Donc, voici ici les mots qui sont les plus fréquents. Et ce qui est intéressant quand on veut viser l'avancement, c'est d'aller voir quels sont les mots que les étudiants utilisent à un niveau qui sont au-delà du K1. Donc, les mots un peu plus complexes, et on peut comparer l'usage des mots plus complexes chez un apprenant versus chez un autre apprenant. Et dans les off-list words, OLW, vous voyez un petit peu ici des mots qui sont soit des noms propres, soit qui ont été mal orthographiés, ne sont pas reconnus. Et donc, on pourrait comparer deux textes et faire une recherche d'erreurs dans deux textes. Et pour ce faire, il faut avoir eu au moins 2 textes à noter. Donc, on va aller chercher « Salut ». Et là, on pourrait continuer avec cette grille. On va garder la même grille, donc la grille ALSIC, ici. Et on va aller identifier, par exemple, une erreur de genre, mon première année. Voilà. Et donc, une fois qu'on a annoté le texte une fois, on pourrait, alors ici, les sciences politiques, voici rapidement une erreur de nombre. On va s'arrêter à 2 erreurs, on va sauvegarder cela pour que vous puissiez voir comment on peut comparer 2 textes. Donc, encore une fois, j'obtiens les statistiques de ce texte-là, liste de mots pour ce texte-là. Et si je veux comparer, on va y aller par graphique. Je vais comparer « bonjour » avec « salut ». Et on va aller regarder des pourcentages de mots lexicaux. On va aller voir l'analyse un petit peu plus traitement automatique des langues, là. Et donc, je vais aller créer un graphique de ça. Et on va pouvoir comparer les performances. Là, on a 2, mais on pourrait en avoir 10 ou 30 apprenants. Donc, vous voyez le pourcentage de mots. On a des barres qui se ressemblent. Donc, les mots lexicaux, les mots non répétés, les mots très fréquents, etc. D'accord? Donc, on peut obtenir des statistiques comparatives de la performance linguistique des apprenants. Et finalement, dernière affordance, on peut faire des recherches, comme je vous disais tout à l'heure. À leur type d'annotation, on va aller chercher des erreurs d'accord. Et donc, notre concordancier nous propose finalement de regarder ces types d'erreurs. Et donc, on pourrait faire un export de ça et avoir justement une banque d'exemples d'erreurs. On pourrait aller sous un sous-type et aller chercher seulement les erreurs de genre, par exemple. Et là, on n'aurait que les erreurs de genre. D'accord? Donc, voilà une brève démonstration de l'outil. Je retourne vers ma présentation. Et je vais conclure en disant qu'à venir, nous sommes dans la version 2.6. On attend une version 3 cette année grâce à, j'espère, une équipe d'informaticiens pour nous aider à proposer, à déplacer ces prototypes dans une version en ligne ou multiplateforme, donc PC et Mac. Des améliorations des fonctions et de l'interface, entre autres la précision des analyses linguistiques et la robustesse. On veut être capable de pouvoir créer et conserver des profils de performance d'apprenants, apprenant 1, texte 1, 2, 3, 4 et les résultats pour pouvoir faire un suivi, justement. Et donc, l'étape qui viendra sera l'étape de test utilisateur avec ce prototype-là, une fois qu'il sera robuste et qu'on pourra l'utiliser soit en ligne, soit sur 2 plateformes. Donc, avec des enseignants de FLS pour répondre à des vraies tâches, n'est-ce pas, d'annotation de divers types de textes pour lesquels ils ont à fournir des rétroactions correctives écrites. On veut aussi proposer des ateliers sur la RCE numérique avec notre outil, mais aussi pour savoir mieux comprendre que faire de ces statistiques.
Que faire de ces listes de mots? Que faire donc des résultats que l'on propose si on veut réinvestir ça dans des interventions pédagogiques, d'accord? Alors, si vous êtes intéressé par cette recherche, je vous invite à participer au sondage qui est en ligne présentement. Un petit sondage qui vous prendra 15 minutes tout au plus à répondre. Et j'aimerais remercier mes assistants de recherche, David Huyn, surtout David qui est le programmeur, donc derrière ce prototype, Michel, Louis-David et Adam, avec qui je travaille aussi de très près. Alors, nos questions de discussion, eh bien, qui êtes-vous? Êtes-vous des convaincus, des partants ou des réticents? En gros, quelle est la place du numérique dans vos pratiques de RCE et quelles sont vos pratiques de RCE? Ça m'intéresse. Alors, je vous invite à continuer la conversation avec moi dans le chat et je vous dis bonne fin de journée ou début de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, les collègues? Oui, il y a des questions. Tu les vois ou pas? Eva d'abord. Oui, alors Anne-Christine Garcia qui me dit, est-ce déjà en fonctionnement? Oui, bien sûr, comme vous venez de le voir. Et puis, on a fait des tests avec certains utilisateurs, un petit groupe d'utilisateurs pour aller chercher tous les malfonctionnements, tous les bugs. Là, on en trouve encore. Donc, oui, on a une version qui est fonctionnelle. Est-ce qu'on envisage des analyses? Alors, est-ce que vous envisagez des analyses grammaticales automatiques, pas des analyses de précision linguistique? Les enseignants font mieux ça que les détecteurs d'erreurs. Et donc, c'est la place de l'enseignant dans cet outil-là. C'est d'identifier les erreurs. On pourrait le faire avec l'orthographe. Je pense mais on va laisser cette tâche d'identifier les erreurs et de développer des grilles parce que les enseignants peuvent vouloir se focaliser sur certains types d'erreurs et pas sur d'autres, etc. Donc, ça permet de cibler et de rester en contrôle. Par contre, on fournit des analyses automatiques de tout le reste. L'outil n'est pas, Eva, l'outil n'est pas encore disponible au grand public puisqu'on a besoin d'encore faire du développement et des tests. Donc, mais ça viendra, c'est l'objectif vraiment de pouvoir le mettre à disposition du grand public. Julie, bonjour Julie Vandevier. On s'intéresse au français langue seconde et à l'anglais langue seconde. Donc, on a aussi des outils de traitement de l'anglais. On les a moins testés, mais on va le faire aussi. Donc, on a une interface qui nous permet de reconnaître la langue du texte et qui nous permet de faire des analyses de complexité lexicale dans une langue ou dans l'autre. Sur Manhattan, faut-il créer la grille des erreurs pour chaque élève? Non. La grille, justement, cette grille-là peut être réutilisée ou adaptée ou partagée avec un autre collègue qui utiliserait aussi MyAnnotator. Donc, c'est l'idée de recycler, n'est-ce pas? Les outils, les grilles, les annotations, les rétroactions, et donc de garder une trace de ça pour pouvoir optimiser finalement sa tâche de RCE. Bérangère, le prototype présenté permet d'automatiser la correction d'erreurs fréquentes. Non, on ne fait pas de détection automatique d'erreurs. On va par contre être capable de dire si un mot est un haut fréquent. Donc, s'il fait partie des 1000 mots les plus fréquents de la langue, on sera capable de le classer dans cette catégorie-là. Alors, on pense par exemple à un mot papa versus des mots de spécialité qui vont appartenir à des bandes de fréquences beaucoup moins élevées.
Est-ce que l'équipe s'est inspirée du fonctionnement de Antidote? Eva, bonne question. Bien sûr, Antidote, on appelle ça du benchmark de la concurrence. Donc, on a fait de l'analyse de la concurrence. C'est pas du tout la même chose parce que Antidote détecte et propose des corrections d'erreurs et c'est son objectif premier. Le nôtre est de soutenir la correction des erreurs détectées par les enseignants et donc de fournir des statistiques d'erreurs que, par exemple, on n'a pas quand on utilise un traitement de texte. Hein. Si on annote un texte, on ne pourra pas, à moins de développer des macros, obtenir un classement des erreurs, compiler ça et réutiliser ça. Donc, et les outils derrière, par contre, on a le Stanford Post-Tagger, donc un étiqueteur automatique Stanford qui nous sert finalement à identifier la classe des mots. On a des outils de LexTutor qui nous permettent de classer les mots dans les bandes de fréquence. Et donc, on a des plugins. Un travail minutieux de la part de l'enseignant. Oui, bonne question, Maha Husseini. Il est évident que la prise en main de MyAnnotator demande du temps, mais je pense qu'une fois qu'on a développé ces grilles d'erreurs et qu'on s'est fait la main à l'identification des erreurs dans le format de MyAnnotator, on va gagner du temps par après. Et on va obtenir plus que ce qu'on aurait si on corrigeait de manière traditionnelle, comme vous le dites. Des statistiques, on pourra comparer des performances d'apprenants, des listes de mots qu'on pourrait utiliser, réexploiter en salle de classe, mots fréquents, moins fréquents, etc. Il y a une question de Christelle Cavallard que je salue. Voilà. Bonjour Christelle. Oui, ça va donner un corpus d'apprenants géant qu'on pourra interroger par la suite. Donc, un objectif de cette recherche à visée formative, c'est aussi de renseigner la recherche et donc, c'est d'en faire un outil qui sera utile à la recherche avec des textes tagués, justement avec des statistiques. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est quelles erreurs sont identifiées par nos enseignants, quel genre de grilles. Et donc, oui, ça va potentiellement pouvoir vraiment être utile pour la recherche. Des liens vers Muriel des reportages. Muriel, bonjour Muriel. Tout type de lien, puisque un lien... il suffit de l'insérer. Donc, il y a une partie dans l'espace d'annotation où on peut rajouter une rétroaction spécifique à une erreur en question, par exemple, et on pourrait lancer là une sous-tâche, ou on pourrait lancer là un exercice ou une consigne, etc. On pourrait aussi insérer une vidéo, un commentaire vidéo, un commentaire audio à partir de liens HTTP. Va-t-il être possible de regrouper les types d'erreurs en catégories? Oui, mais c'est Christophe Refait, c'est l'enseignant qui définit ses grilles, n'est-ce pas? Et donc, c'est à lui de décider si le type est conjugaison et le sous-type est temps de verbe et présent indicatif. Donc, c'est l'enseignant qui gère sa correction. Par contre, puisque mon objectif est de partager cet outil, je pense on pourra aussi partager des grilles d'annotation et les adapter. Et je pense que ça serait utile, ça aussi, à la population enseignante. Dernière question. Dernière question. Je remonte ou bien quelqu'un me fait une dernière petite question, là? Alors, j'en ai une pour vous. J'aimerais savoir si vous êtes des convaincus, des partants ou des réticents dans vos usages du numérique pour la RCE. Et pour répondre à cette question, eh bien, allez donc faire mon questionnaire. Des retours utilisateurs, Muriel, oui, c'est ce qui nous a permis de changer déjà beaucoup
de faire du tweaking, comme on dit en anglais. On avait, par exemple, le geste de sélectionner le type d'erreur et puis ensuite aller l'annoter. Et ça a demandé beaucoup de travail informatique de pouvoir faire le contraire, c'est-à-dire aller faire le geste dans le texte, surligner, souligner, barrer et ensuite choisir la catégorie d'erreur, puisque c'est ce que fait l'enseignant quand il travaille. Je suis une partante convaincue. Merci, Julie Castagnet. Bien, merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette intervention qui a suscité beaucoup de questions. Hein. Je pense que les participants peuvent peut-être échanger avec toi par mail après l'intervention. Merci infiniment. Ça va me faire grand plaisir. Alors, il est quelle heure là? Il est quelle heure chez toi? Alors, il est 11h40, c'est bon, presque l'heure du lunch. Oui, ben ça va alors. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci Et merci beaucoup. encore pour cette invitation. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt.